Bonjour à tous, merci à Léo et merci à Clément pour l'organisation de ce colloque. Alors comme Léo vient de le dire, avec Anne-Caroline Claus-Verdreau et l'Espace éthique Île-de-France, nous avons conduit une enquête en 2020, en grande partie pendant la première vague de la Covid-19, auprès de 38 professionnels du soin et de l'accompagnement, qui n'étaient pas que des soignants, et qui a donné lieu à un rapport que voici et dont vous aurez normalement quelques exemplaires à disposition aux pauses. Au mois d'avril 2020, nous avions en effet l'intuition qu'en tant que structure éthique, il nous fallait parler de la souffrance des soignants. Toutefois, l'expression de souffrance des soignants nous est apparue réductrice. Et pour deux raisons. D'abord parce que, paradoxalement, cette expression peut faire écran, à la compréhension et à la reconnaissance des vécus, des convictions, des réflexions et des professionnels sur le terrain. Évidemment, ces derniers ont souffert, aussi bien avant la crise que pendant ces phases les plus aiguës ou après, et sans doute souffrent-ils encore pour certains aujourd'hui, mais les professionnels avec lesquels nous avons échangé ont aussi émis des avis sur les décisions prises dans leurs services ou par les autorités, consolidé ou révisé leurs attentes et pris des initiatives. Bref, ils ont aussi mis en œuvre leur sens critique. L'autre raison, c'est que, pour laquelle donc l'expression de souffrance des soignants nous est apparue réductrice, c'est qu'il nous a semblé pertinent d'élargir notre enquête au-delà des soignants, exerçant dans des services accueillant des patients atteints du Covid, et même au-delà des soignants en général, en direction des non-soignants, en direction du personnel administratif, des techniciens hospitaliers et des agents d'entretien notamment. Nous souhaitions faire apparaître l'interdépendance des métiers ainsi que les lignes de tension entre différents corps de métier. Alors, pourquoi on en est là? C'est pas normal. Ah si, c'est normal, pardon. Alors, quelques mots sur l'enquête, quelques mots très, très brefs. Nous avons donc mené 38 entretiens par téléphone avec donc, des professionnels de santé en leur demandant comment ils vivaient cette première vague, comment ils qualifiaient leur vécu, comment ils analysaient les causes de ces vécus, comment ils faisaient face et enfin comment ils réagissaient aux marques de reconnaissance. Nous n'allons pas ici développer tous les résultats et nous avons donc interrogé différentes personnes de différents profils que vous avez donc à l'écran. Je passe vite là-dessus. Et avant de présenter une part de nos résultats et analyses, j'aimerais revenir sur le thème du colloque. En dépit des limites méthodologiques et de la portée réduite de l'enquête, ce type d'enquête qualitative nous semble essentiel, précisément parce qu'il s'agit de rendre compte des expériences éthiques des personnes interrogées, ici donc de professionnels du soin et de l'accompagnement. Qu'entendons-nous par expérience éthique? Ce concept donc Clément Tarantini et Léo Coutelec ont élaboré et qui nous a beaucoup intéressés, c'est l'ensemble des incertitudes et des questionnements dans lesquels se trouvent pris des individus et qui portent ces questionnements sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il aurait fallu faire dans une situation donnée. On traverse une expérience, comme le dit l'étymologie du mot expérience, et cette traversée est toujours dangereuse parce que s'y trouvent ébranlées les valeurs de la personne, ses opinions, ses goûts, ses habitudes, c'est-à-dire ce à quoi elle accorde de la valeur, ce qui donne du sens à son existence, à son métier, en l'occurrence. Parce que cette traversée est dangereuse, elle nécessite des préparatifs que nous nommerons par la suite donc les ressources adaptatives et sur lesquelles Anne-Caroline insistera tout à l'heure. Voilà comment on pourrait donc définir les expériences éthiques. Et précisément, il nous semble que les expériences éthiques risquent aujourd'hui d'être invisibilisées en ce qu'elles sont peut-être l'objet d'une dislocation ou d'un écartèlement entre deux tendances qui prennent aujourd'hui de plus en plus d'importance dans le monde du soin et de l'accompagnement. Cet écartèlement, alors pardonnez-nous la violence du terme d'écartèlement qui nous semblait néanmoins assez adéquat, cet écartèlement peut être traduit par la dissociation des deux termes de l'expression expérience éthique, expérience et éthique. D'un côté, l'expérience fait l'objet depuis plusieurs années d'une préoccupation des pouvoirs publics dans une perspective médico-psychologique, depuis les années 80, disons, mais beaucoup plus depuis les années 2000 avec l'apparition donc, de cette notion de risques psychosociaux. Il s'agit de veiller
et d'ailleurs c'est légitime, à prévenir les risques auxquels sont exposés les professionnels, d'identifier les situations de burn-out, de mettre à disposition des lignes d'écoute ou des lieux d'écoute. L'expérience des professionnels est au cœur de ces dispositifs, mais elle est dépouillée de sa dimension critique et donc de sa dimension éthique et politique, puisque ce qu'on cherche dans cette expérience, ce sont des signes de souffrance. D'un autre côté, l'éthique constitue dans certains lieux, dans certains comités, une activité réflexive procédurale qui vise à présenter des cas et à y apporter des réponses. Ce type de pratique de l'éthique peut être utile, là n'est pas la question, mais force est bien d'admettre qu'une telle démarche, par définition, est animée par une quête d'impartialité, certes légitime par endroits, et cette quête d'impartialité suppose de considérer l'expérience des personnes, et tout particulièrement l'expérience affective des personnes, l'expérience sensible dont parlait à l'instant Clément, comme un obstacle à l'impartialité. Il y a donc, si l'on s'en tient à ces deux tendances, celle d'une approche psychologique de l'expérience et celle d'une procéduralisation de l'éthique, le risque d'une double capture de l'expérience par la psychologie et de l'éthique par les comités, disons, qui contribue à invisibiliser l'expérience éthique. Or, en perdant l'expérience éthique, nous risquons de perdre quelque chose d'essentiel de la réflexion éthique, dans la mesure où il est sans doute impossible de démêler dans un questionnement éthique ce qui s'y joue de proprement éthique de ce qui relève d'un questionnement existentiel. La délibération des agents concerne bien sûr le bien, le préférable, mais aussi, et de façon indissociable, le sens que ces individus peuvent et veulent donner à leur engagement et leur métier, en dépit des actes qu'ils accomplissent, ou grâce aux actes qu'ils accomplissent. Il en est ainsi de cet infirmier exerçant à domicile que nous avons interrogé, et dont nous reparlerons, qui se demande s'il pourra continuer d'exercer son métier dans l'hypothèse où l'un de ses patients, contaminé de son fait, se trouverait en situation critique. Le questionnement éthique convoque, au-delà d'une capacité à arbitrer entre valeurs éthiques contradictoires, une capacité à revoir le sens de ses actes, de son métier, voire de son existence, à la lumière des situations de choix que l'on rencontre. Les expériences éthiques se situent généralement, voire toujours, au-delà du simple problème à résoudre. Elles confrontent toujours à des questionnements sur soi-même. Voilà donc les enjeux d'un travail sur les expériences éthiques. Nous allons désormais vous présenter en deux temps une partie des résultats et des analyses que nous avons tirées de notre enquête. Je parlerai pour ma part des formes d'expérience éthique qu'ont traversées les personnes que nous avons interrogées. Et puis Anne-Caroline, elle, vous présentera dans un second temps les postures adaptatives, l'usage des ressources dont disposent les professionnels pour traverser donc ces expériences éthiques. Donc, nous avons distingué 4 formes d'expérience éthique. Premièrement, il est possible de proposer une définition englobante de la souffrance éthique à la suite de la psychodynamique du travail, mais aussi dans la lignée du concept un peu différent de détresse morale développé par Andrew Jempton en 1984. Il s'agit de la souffrance ou de la détresse d'une personne qui, dans l'expérience de son métier, accomplit, suivant des règles ou des objectifs qu'elle se sent obligée de suivre, des actes qu'elle réprouve moralement. Voilà la définition qu'on peut proposer. Je cite donc ce verbatim de ce cadre de santé en EHPAD. On n'est même pas sûr d'avoir traité la douleur correctement. Je suis même sûr qu'on ne l'a pas traitée correctement. Donc oui, il y a une espèce de souffrance qui est due à cette expérience. Cette personne dit donc souffrir de n'avoir pu traiter correctement la douleur des patients. Elle constate son impuissance, la nécessité dans laquelle elle se trouvait d'agir, d'obéir à des règles d'action qu'elle jugeait contraires aux règles de son métier. Ici, la souffrance éthique ne s'accompagne pas de la dénonciation des supérieurs hiérarchiques, s'exprime le regret, sans doute la honte de n'avoir pu exercer son métier correctement, ce qui aurait pu supposer donc de pouvoir traiter la douleur des patients correctement. Toutefois, évidemment, le concept de souffrance éthique n'est qu'une forme d'expérience éthique qui offre un éclairage pertinent mais assez limité finalement sur nos entretiens. Les personnes interrogées nous font part d'expériences qui ne se laissent pas tout appréhender par cette définition, ni même par le concept de souffrance. Et nous avons aussi mis en évidence ce que nous avons appelé des formes de malaise éthique,
Ici, en fait, il ne s'agit pas forcément d'accomplir des actes que l'on réprouve moralement, mais toutefois de se sentir obligé d'accomplir certains actes. Donc, ce qu'il y a de commun avec la souffrance éthique, c'est ce sentiment d'une absence de pouvoir d'agir, la perception d'une marge de manœuvre absente, si vous voulez. Donc je cite ici ce propos donc, d'un responsable qualité qui a dû convaincre les soignants que les masques chirurgicaux protégeaient autant que les masques FFP2. Cette personne donc, déclare avoir dû assurer cela devant les professionnels. Elle ne remet pas en question, elle ne réprouve pas moralement cette directive qu'elle a reçue, mais elle ressent par rapport à cette directive un grand malaise, même si le mensonge par omission lui semble ici être un moindre mal au regard du risque d'une défection massive de personnel. Donc il y a tout de même quelque chose de l'ordre du malaise. Je pourrais vous citer d'autres exemples dans la discussion, mais je vais aller assez rapidement là-dessus. Ensuite, nous avons mis en évidence ce que nous avons appelé l'inquiétude éthique de certains professionnels. Cette fois-ci, les professionnels de terrain ont le sentiment de pouvoir agir sur la situation, mais se trouvent dans une situation d'incertitude, d'hésitation, de dilemme qui les travaille, qui les inquiète, soit qu'ils aient déjà accompli une action qui continue de les travailler, soit qu'ils n'ont pas encore accompli cette action. Alors ici, il y a cet exemple d'un médecin coordinateur en EHPAD qui, je vous dis rapidement le contexte, qui au début donc, de la première vague n'a pas proposé de tests aux personnes pourtant symptomatiques de la Covid-19, répondant à une sorte de norme implicite. Il ne fallait pas tester ces personnes, disait-on, parce qu'il ne fallait pas risquer de les envoyer à l'hôpital pour qu'ils soient contaminés. Et elle est travaillée quand même, ça ne la rend pas tranquille, cette décision, enfin ces décisions qu'elle a prises. Ce qui l'a conduit donc à s'interroger sur elle-même, sur les raisons qui l'ont poussée à tenir ce discours, et sans doute sur l'indépendance de son jugement éthique. Elle se dit pour cette raison un peu en difficulté. Voilà. Et puis enfin, la dernière forme d'expérience éthique que nous avons identifiée, c'est ce qu'on a appelé l'accord éthique. Bien sûr, nous pourrions élaborer d'autres typologies, les qualifier autrement. Voilà, c'est ouvert à la discussion. L'accord éthique suppose donc de se trouver en accord avec soi-même. Donc je cite l'exemple d'une infirmière en réanimation. J'ai travaillé 11 ans dans le service, je me sens prête à me confronter à ma hiérarchie si jamais ils ne sont pas d'accord, mais les gens qui viennent en renfort ou les étudiants, c'est normal qu'ils n'arrivent pas forcément à franchir ce cap-là. Ici, l'infirmière invoque son ancienneté pour rendre compte de sa capacité à se confronter à sa hiérarchie. Inversement, si ses collègues ne franchissent pas le cap, c'est-à-dire respectent la règle, ce serait en raison de leur inexpérience. Ce qui est intéressant ici, c'est que le rapport à la règle apparaît comme un facteur déterminant fortement le type d'expérience éthique que les agents traversent. C'est précisément parce qu'elles se sentent légitimes à y déroger dans certains cas que les infirmières, les infirmiers parviennent à se trouver en accord avec elles-mêmes. Voilà. Bien, voilà pour ces 4 formes d'expérience éthique. Nous avons synthétisé l'ensemble dans un schéma que voici. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire, moi aussi je crois que ça va. Donc, les personnes sont donc confrontées, pris dans ce qu'on a appelé une expérience éthique. Est-ce qu'elles sentent qu'elles peuvent agir sur la situation ? C'est vraiment cela qui est pour nous déterminant. Si elles ne le peuvent pas,
Alors elles sont soit dans une situation de souffrance éthique ou de malaise éthique, suivant qu'elles réprouvent ou non la directive qui leur est imposée, ou qui leur est auto-imposée d'ailleurs, qu'elles s'imposent elles-mêmes. Deuxième possibilité, elles perçoivent qu'elles ont un pouvoir d'agir sur la situation. Dans ce cas, soit elles trouvent une issue au questionnement éthique, et c'est l'inquiétude éthique, soit elles n'en trouvent pas, c'est l'accord éthique. Voilà, c'est un schéma qui essaye de synthétiser tout ce que je vous ai dit. Évidemment, je précise que les différentes personnes que nous avons interrogées peuvent éprouver ces différentes formes d'expérience éthique à différents moments de leur travail. Voilà. Donc je vais laisser maintenant la parole à Anne-Caroline pour la suite, pour poursuivre donc cette présentation de notre enquête, et notamment celle des ressources adaptatives qu'utilisent les professionnels pour traverser donc ces expériences éthiques. Voilà. Bonjour à tous. Oui, donc comme l'a dit Paul Loup, moi je vais m'attacher à essayer de vous expliquer le plus clairement possible les différentes ressources adaptatives, les différentes modalités d'adaptation que les professionnels peuvent adopter pour essayer de faire face au changement, pour essayer d'accomplir cette traversée dangereuse dont parlait Paul Loup. Pour accomplir cette traversée, ils essayent de s'adapter, ils mettent en place des stratégies. Et en analysant un peu les entretiens que nous avons pu réaliser, on a essayé de clarifier les différentes manières possibles de s'adapter, et on a mis en évidence, comme vous le voyez sur cette diapo, quatre modalités d'adaptation, 4 postures différentes que les professionnels peuvent adopter. Alors je vais les détailler, mais déjà vous pouvez voir que les 2 premières postures, composées et transformées, elles consistent plutôt à essayer d'agir sur la situation, alors que les 2 autres, supporter et se retirer de la situation, consistent davantage à essayer d'agir sur soi-même, cette fois-ci, et non plus sur la situation. Alors, la première modalité d'adaptation consiste à essayer de composer avec la situation, c'est-à-dire qu'il s'agit d'essayer d'agir sur la situation pour aboutir à un arrangement ou à un compromis. Et l'objectif ici, c'est d'essayer de tenter de préserver un certain équilibre ou de rétablir cet équilibre. En pratique, il y a différentes manières d'aboutir à cet arrangement ou à ce compromis. Ça peut être en s'autorisant une marge de manœuvre par rapport à la règle, autrement dit en s'autorisant une certaine souplesse dans l'application de cette règle. Et c'est ici ce que raconte cette infirmière en réanimation qui prend l'exemple de cette règle qui avait été imposée de limiter les visites à 2 personnes dans les services. Et elle explique que si elle est face à un patient en fin de vie et qu'il y a sa femme avec ses 2 enfants qui viennent, elle va pas limiter à 2. Et elle dit, je cite, « Je fais rentrer les 3 parce que je passe au-delà de la règle par rapport à ma conscience ». Donc par rapport à ce que disait Paul Loup précédemment, on voit ici que si elle ne s'était pas autorisée cette marge de manœuvre, elle aurait été précisément dans une situation de souffrance éthique, alors que là, en s'autorisant cette souplesse, elle se retrouve au final en situation d'accord éthique. Ensuite, composer avec les difficultés, ça peut aussi prendre la forme de la négociation avec les différents acteurs. C'est-à-dire que c'est l'idée que même s'il y a des divergences entre les personnes ou des contraintes en tout genre, il y a toujours une possibilité de discuter, de dialoguer pour essayer de trouver un compromis. Et c'est ce qu'exprime ici cette cadre de santé
qui explique que voilà, même si on est contraint par le budget, par les décisions administratives, elle dit quand on discute avec les directions et qu'on leur met des choses extrêmement concrètes avec des propositions derrière, on y arrive. Voilà, donc cette idée que grâce à la discussion, au dialogue, on arrive toujours à faire avancer les choses malgré les contraintes et les divergences. J'en viens à la deuxième ressource adaptative, où il s'agit ici donc toujours d'agir sur la situation, mais ici dans le but d'aboutir à une transformation radicale du cadre, donc une transformation de l'organisation des soins et des conditions de travail notamment, et ce qui suppose ici de consentir à ce qu'il y ait nécessairement un temps de rupture ou de déséquilibre de la situation, là où la première modalité adaptative essayait plutôt de maintenir ou de rétablir un équilibre. Alors cette manière de s'adapter, ça peut se traduire par une attitude critique, par la dénonciation d'injustice ou la désignation de coupables, comme le fait ici cette infirmière libérale qui accuse le gouvernement de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et que voilà, et elle dit j'ai 2 collègues qui sont morts, si des choses avaient été faites, on n'en serait pas arrivé là. Et transformer la situation, ça peut aussi passer par la mobilisation politique, le fait de se mobiliser pour faire valoir ses droits. Et là, c'est le deuxième verbatim qu'on vous a mis. Donc, c'est une assistante sociale qui travaille dans un centre d'accueil et qui explique au cours de l'entretien que dans un premier temps, elle ne s'est pas posé tellement de questions. Elle a accepté une situation qui était très difficile à vivre pour elle en tant que professionnelle, où il y avait une énorme charge de travail, où elle a été amenée à jouer un peu tous les rôles, notamment le rôle d'infirmière, parce qu'il n'y avait pas le personnel médical sur place nécessaire. Voilà, donc assumer des rôles pour lesquels elle n'avait pas les compétences, mais elle explique que dans un premier temps, elle a accepté cette situation. Et c'est seulement dans un second temps qu'elle a pris conscience que les choses auraient pu se passer autrement. Et cette prise de conscience d'une responsabilité, disons collective aux choses, cela a modifié pour elle le rapport qu'elle a à son travail. Et elle explique que ça l'a conduit à devenir un peu plus militante et à être dans une vision beaucoup moins fataliste des choses. Voilà, donc elle explique avoir eu une charge mentale qu'elle aurait pu ne pas avoir, qui était évitable. Et elle explique avoir commencé à se mobiliser pour ses droits afin d'être mieux reconnue dans son métier. Non, c'était celle d'avant, pardon. Donc j'en viens à la troisième manière de s'adapter, donc supporter la situation. Donc ici, il s'agit non plus d'agir sur la situation, mais plutôt d'agir sur soi-même. Donc ici, on pourrait dire aussi supporter la situation ou prendre sur soi ou puiser dans ses ressources ou tirer sur la corde. Donc l'objectif ici, c'est d'essayer de conserver un certain équilibre, même si cet équilibre est quand même souvent assez instable. Alors les professionnels qui prennent ainsi sur eux, souvent ils mettent en avant la nécessité supérieure de bien faire leur travail et l'idée, si on caricature un peu, que bien faire son travail, ça ne va pas sans un certain lot de souffrance, et c'est ce que dit ici cet infirmier hospitalier. Donc il explique que voilà, pendant le pic, il a vécu des choses affreuses, mais qu'au moins cette souffrance était légitime, qu'il souffrait pour de bonnes choses, et qu'en revenant chez lui, il se disait certes, je souffre, mais au moins j'ai fait les choses bien, je l'ai accompagné. Voilà. Alors après, adopter cette posture-là, ça peut être aussi parfois flirter avec ses limites, notamment en visant un certain perfectionnisme dans sa pratique. Et c'est ce qu'exprime ici cette cadre de santé qui dit que oui, voilà, elle a assuré effectivement, mais elle se demande à quel prix elle a fait tout ça. J'en viens à la dernière modalité, dernière ressource adaptative, donc où il s'agit ici toujours d'agir sur soi-même. Et là, c'est lorsqu'on constate qu'on est face à une perte totale de son équilibre et que finalement la seule solution que l'on entrevoit, c'est de se retirer de la situation, tout simplement pour ne plus en souffrir et essayer de retrouver un nouvel équilibre ailleurs.
Alors ça peut se traduire évidemment au pire par un passage à l'acte, mais à minima par un arrêt maladie ou par un changement de poste ou de métier, hein, comme l'exprime cette infirmière libérale ici qui dit avoir préféré partir de l'hôpital pour s'installer en libéral plutôt que de devenir un mauvais soignant. Alors, on peut dire que depuis le début de la crise, on le sait, les professionnels ont été nombreux à avoir expérimenté cette perte totale d'équilibre, à avoir perdu parfois le sens de leur métier. Et c'est le cas, en l'occurrence, de cette psychologue en EHPAD dont on vous a mis le verbatim ici et qui ici s'interroge sur le sens de son travail, sur ses compétences aussi. Elle dit avoir vécu une vraie remise en question de son travail de psychologue avec beaucoup de dévalorisation d'elle-même. Elle dit qu'elle ne se sent plus en capacité de faire son travail. Elle s'interroge sur la possibilité de changer de métier. Et elle précise, mon métier, c'est pas du concret vraiment. En période de crise, il y a quelque chose de l'ordre de l'action et du faire. Alors, ici, on vous a remis le schéma qui en fait, synthétise ce que je viens de vous détailler. Alors, vous voyez que sur la partie gauche, on retrouve les deux premières postures dont j'ai parlé, donc composer avec la situation ou transformer le cadre. Donc ici, il s'agit d'agir sur la situation, donc soit en essayant de trouver un compromis, soit en visant une transformation radicale du cadre. Et lorsqu'on adopte l'une ou l'autre de ces postures, lorsqu'on tente d'agir sur la situation, c'est précisément parce qu'on perçoit la situation comme étant modifiable. Et à l'inverse, sur la partie droite, donc on retrouve les deux autres postures dont j'ai parlé, où il s'agit là davantage d'essayer de prendre sur soi, d'agir sur soi-même, donc soit en prenant sur soi, en supportant la situation, soit en se retirant de la situation. Et lorsqu'on adopte l'une ou l'autre de ces postures, c'est précisément parce que la situation n'est pas perçue comme étant en elle-même modifiable, et donc la manière de s'adapter, ce sera plutôt d'agir sur soi-même. Alors, ce que je vais vous dire maintenant en conclusion, c'est pas tellement ce qui est marqué sur la diapo, et je m'en excuse. Je voulais, donc je l'enlève. Je voulais partir vous proposer une double grille de lecture qui est issue de l'anthropologie de la santé et qui distingue, et je paraphraserai ici Didier Fassin dans son ouvrage Les mondes de la santé publique, cette distinction qu'il y a entre l'idée de construction sociale et la notion de production sociale, donc construction sociale et production sociale, voilà. Alors l'idée de construction sociale, ça évoque la manière dont différents agents vont donner à voir un problème de santé, vont contribuer à sa représentation dans l'espace public. Et la notion de production sociale, elle fait référence à ce qui permet d'expliquer pourquoi un problème de santé advient. Alors, pour le dire un peu plus clairement et revenir au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, il y a une première grille de lecture en termes de construction sociale qui cherche finalement à répondre à la question comment est-ce que les représentations sur les vécus des professionnels ou les représentations autour du rôle social qui est attendu d'eux, comment est-ce que ces représentations ont un impact finalement sur l'expérience vécue par les professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire que voilà, si la société, les institutions se représentent par exemple que les soignants sont censés être résistants et adaptables à toute épreuve, qu'ils sont prêts à se sacrifier pour la cause si besoin, ces représentations-là, elles auront nécessairement un impact sur la manière dont les problématiques des professionnels seront mis en avant dans l'espace public ou seront au contraire occultées. Et ces représentations, elles auront nécessairement un impact aussi sur la manière dont les professionnels vont vivre les choses, vivre leur expérience.
Voilà, donc première grille de lecture en termes de construction sociale, et donc il y a une deuxième grille de lecture en termes de production sociale, qui ici cherche à répondre plutôt à la question comment expliquer ces vécus, comment expliquer ces expériences de souffrance, de malaise, d'inquiétude. Un des éléments qui nous semble ici essentiel, évidemment au-delà des aspects matériels de manque de moyens, un des éléments qui nous semble essentiel, c'est la fragmentation, la fragilisation du collectif au sein des services, au sein des établissements, et aussi l'exacerbation des tensions, que ce soit entre les corps de métier ou aussi entre pairs. Voilà. Et donc à partir de cette brève analyse, on aimerait mettre en avant deux recommandations, ou en tout cas 2 points d'attention. Le premier point d'attention, c'est l'idée de tout faire pour essayer de corriger, d'ajuster, de déconstruire les représentations. Donc je pense ici à toutes les actions qui peuvent contribuer à déconstruire ces représentations sur ces métiers du soin et de l'accompagnement, des représentations qui sont souvent faussées et simplifiées. Voilà, donc toutes les actions qui peuvent contribuer à réduire le décalage, disons, entre les représentations et la réalité de ces métiers. Alors pour donner un exemple, ça peut être en essayant de proposer davantage de stages d'observation sur le terrain pour les lycéens, les étudiants, ou en proposant aussi davantage de possibilités pour les citoyens de pouvoir s'engager, d'apporter leur soutien aux professionnels, évidemment sans se substituer à eux, mais voilà, ce genre de mesure peut aussi contribuer à ajuster, à déconstruire ces représentations. Et le deuxième et dernier point d'attention que l'on voulait mettre en avant, c'est cette nécessité de recréer du collectif, d'essayer d'apaiser les tensions au sein des équipes. Et à ce titre, il nous semble que le travail qu'on a réalisé sur ces différentes postures adaptatives, le schéma que je vous ai présenté là juste avant. Ce schéma, il a été pensé pour essayer de donner à voir des positionnements différents et donc pour essayer de contribuer peut-être à une meilleure compréhension mutuelle entre des professionnels qui n'adopteront pas les mêmes postures adaptatives et donc d'essayer que ce soit un outil, disons, pour poser les bases d'une discussion. Mais plus généralement, pour essayer de recréer un peu du collectif, il faudrait évidemment garantir l'existence dans les services et les établissements, l'existence d'espace-temps, de délibération, de discussion. Et à ce propos, les structures de réflexion éthique, quelle que soit leur appellation, comité, commission de réflexion éthique, elles peuvent évidemment remplir ce rôle d'espace de délibération, à condition qu'un certain nombre de conditions soient remplies, notamment que tout le monde puisse se sentir légitime à y participer, à prendre la parole, et que tout le monde puisse avoir les possibilités en termes d'emploi du temps d'y participer. Voilà, j'en reste là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant et très clair en fait, très synthétique. Vous avez fait un effort de catégorisation, de schématisation qui est très appréciable pour la réflexion éthique. Ça nous aide, nous, à nous repérer. Je pense qu'il y a des questions. Moi, je vais vous en poser une pour commencer. C'est peut-être une question simple, mais c'est le lien entre les formes de l'expérience éthique et les différentes postures de changement. Est-ce que vous faites un lien ou est-ce que c'est vraiment deux résultats un peu séparés? Oui. C'est une bonne question. Au début, on s'était... je vais répondre vraiment sur... je suis un peu pris au dépourvu là, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment pris le temps d'y réfléchir tous les deux. Mais il y a des analogies à faire, notamment dans les expériences éthiques. On a vu que cette distinction entre le sentiment de pouvoir agir sur la situation et le sentiment de ne pas pouvoir agir était déterminant.
déterminante. Et on la retrouve effectivement dans l'adaptation, entre d'un côté transformer et composer, et de l'autre côté prendre sur soi et se retirer. Sachant que se retirer, c'est vraiment, je crois, la façon de s'adapter qui signe l'impossibilité d'agir, l'impuissance, quoi. Donc moi, je ferais ce lien. Je pense qu'il y a un lien qu'il faudrait qu'on travaille plus. Et juste pour illustrer ce que tu viens de dire, Paul Loup, alors on en a parlé déjà dans notre intervention, mais je trouvais que l'exemple de... je crois que c'était une infirmière qui s'autorisait cette marge de manœuvre par rapport à la règle. Je trouvais que cet exemple montrait bien le lien, parce que elle, grâce à tout un tas d'éléments, mais notamment grâce à son expérience, au sentiment qu'elle a d'un pouvoir d'agir, elle va s'autoriser cette souplesse-là, et donc au final se retrouver dans une situation d'accord éthique, d'accord entre ses actes et ses valeurs, alors que si elle s'était sentie obligée d'obéir à cette règle sans s'autoriser cette marge de manœuvre, elle aurait été dans une situation de souffrance éthique. Parfait. Merci beaucoup. Pour commencer, Clément. Merci beaucoup Paul Loup et Anne-Caroline, c'était très riche, très clair. Et on retrouve beaucoup de choses qui résonnent avec la recherche que j'ai faite dans les services hospitaliers. Vous avez votre définition, vous avez vos contours de l'expérience éthique, mais on voit finalement que le matériau de recherche, l'enquête sans être la même, conduit à des mêmes analyses, des résultats qui vont se rejoindre. Vous avez parlé, moi, quelque chose finalement dont je parle assez peu, de l'adaptation. Finalement, ça rejoint aussi cette question de l'enquête, de comment on va, dans une situation d'incertitude, mettre en place des solutions, des dispositifs, des ajustements pour répondre à cette incertitude et aux problèmes éthiques qu'elle va poser. On voit bien donc que cette adaptation, c'est comme ça que vous le définissez, elle va produire des formes d'expériences éthiques différentes, avec cette question donc de la souffrance que vous déclinez. Et ça, c'est très intéressant. C'est que donc cette catégorie de la souffrance, vous la questionnez parce qu'elle peut produire de la psychologisation. Finalement, elle peut engendrer des processus qui vont finalement être trop partiels et faire reposer la responsabilité sur les acteurs. Et donc, ça montre bien aussi comment l'expérience, elle est dans l'interaction, toujours la réciprocité entre l'acteur et son environnement extérieur, et comment s'adapter, vous l'avez bien montré, c'est réfléchir sur son pouvoir et sur ses capacités d'agir, qui dépendent donc de dispositions personnelles, collectives, symboliques, sociales, etc., physiques même, et aussi des dispositions extérieures, de l'environnement extérieur. Et moi, ça, c'est pour dire un peu comment ça résonne aussi avec mon travail et comme c'était riche votre enquête. Et alors moi, je me posais peut-être une question sur cette souffrance des soignants. On voit bien que ça peut être délétère aussi de penser en termes de souffrance. Néanmoins, on voit que dans les verbatims, les soignants utilisent cette catégorie pour penser leur expérience également. Donc finalement, ils se mettent un petit peu en porte-à-faux aussi en pensant avec cette question de la souffrance, si on veut. Et vous avez montré que ça pouvait conduire à des processus qui ne mettaient pas forcément en évidence toute la complexité des expériences et toutes les difficultés éthiques que ça rencontrait. Donc tout simplement, en fait, ma question c'était, vous parlez de malaise éthique et vous avez déployé différentes catégories pour catégoriser cette souffrance que vous avez déclinée. Comment vous pensez qu'on pourrait justement essayer de renverser ces catégories pour essayer de ne plus parler, si vous voulez, de souffrance, mais d'utiliser d'autres catégories qui rendront mieux compte de ces expériences éthiques et des difficultés rencontrées sur le terrain par les acteurs, puisque c'est une catégorie qui est elle-même employée par les acteurs et qu'on utilise tous finalement, la souffrance des soignants. En gros, comment mettre en avant vos catégories peut-être ou d'autres catégories pour penser ces expériences et essayer, dans une perspective peut-être de recherche-action, d'être plus efficace dans la façon dont on va penser le problème du soin à l'hôpital et les difficultés rencontrées par les soignants, et ne pas penser qu'en termes de psychologisation. Je ne sais pas si c'est très clair. Non, si, mais merci pour le lien que tu as fait avec ta recherche qui était très intéressant. Je pense qu'il faut quand même distinguer entre souffrance et souffrance éthique. On a essayé de le faire. La souffrance, je pense que c'était... pour le dire très simplement... il me semble que toutes les personnes qu'on a interrogées avaient rencontré des situations de souffrance. Donc la souffrance était partout, absolument partout. Simplement, notre point, c'est que c'est insuffisant. Enfin, cette notion de souffrance est insuffisante pour capter vraiment l'expérience qu'ils étaient en train de vivre, puisque de cette souffrance
finalement émanait des analyses, des réflexions, voilà. Donc, je ne sais pas comment répondre à ta question, de savoir comment, dans une perspective de recherche-action, utiliser d'autres mots. Je ne pense pas qu'il faille s'interdire de parler de souffrance du tout, mais peut-être que la critique porte sur l'hégémonie de cette catégorisation de la souffrance pour interpréter, pour interagir avec ces professionnels, et la façon dont les dispositifs mis en place de lignes d'écoute, de lieux d'écoute, peuvent finalement dépouiller l'expérience vécue de sa dimension critique. Voilà, c'était simplement ça. Je ne sais pas si ça répondra à ta question, mais effectivement, on a essayé de ne pas se limiter au terme souffrance aussi parce qu'il y a un risque en parlant de la souffrance des soignants, d'utiliser cette expression-là, de trop homogénéiser les choses, de trop généraliser et de passer à côté de toute une gamme de vécus autres. Et il y a ce que tu disais, Paul Lou, aussi, que le risque avec ce terme-là, bien sûr qu'il faut l'utiliser, mais si on n'utilise que ce terme, ça renvoie les professionnels à un état un peu de passivité. C'est une manière, il y a le risque de dépolitiser aussi leur discours et d'être plus dans un champ lexical de la résilience plutôt que de la résistance. Et effectivement, il y aurait sûrement une réflexion aussi à mener sur les... je change un peu de sujet, mais sur les modalités de gestion de la souffrance, où Paul Lou parlait des lignes d'écoute qui, du coup, là, sont plus dans une gestion individuelle des choses, où on psychiatrise, on psychologise les choses, alors qu'évidemment, il y a des causes structurelles derrière. Ouais, bonjour. Je voulais juste savoir si dans votre enquête, c'était ressorti la tension qu'il y a pu avoir entre des adaptations individuelles et collectives. J'y ai pensé au moment de l'exemple sur les visites où certains ont en effet réussi à transgresser un peu les interdits et à laisser rentrer par exemple des familles. Et ça a créé des tensions à l'intérieur des équipes, d'autres culpabilisant encore plus de ne pas transgresser la règle, ou vis-à-vis des proches qui ne comprenaient pas pourquoi, quand c'était l'infirmière qui transgressait, ils pouvaient rentrer. Et ça pouvait aussi, finalement, on s'adaptait, au niveau individuel, on transgressait, et puis derrière, on se rendait compte que ça pouvait aussi créer des tensions au sein des équipes ou avec l'extérieur de l'environnement. Est-ce que les gens ont parlé de ça ou ils sont restés sur leur expérience individuelle d'ajustement et d'adaptation? Ce que vous décrivez précisément, on ne l'a pas spécialement retrouvé, me semble-t-il. Par contre, effectivement, et c'est aussi l'objectif de ce schéma, on pense qu'il y a effectivement des tensions entre des manières opposées de s'adapter avec des incompréhensions entre les professionnels, entre celui qui va être plus dans l'action sur la situation ou sur soi-même. Cela peut créer des tensions, mais ce que vous décrivez là comme ça, je n'ai pas d'exemple. Moi, j'en ai peut-être un. Il y a une psychologue que j'ai interrogée qui se plaignait beaucoup de ses collègues planqués. Donc elle mettait bien en tension, en opposition très très forte son attitude à elle qui était de jouer le jeu, de jouer collectif, et l'attitude de ses collègues qui se mettaient en arrêt de travail, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est exactement ce à quoi tu... Enfin, c'est le seul exemple que j'ai. Si, on a quand même quelques exemples. J'ai aussi l'exemple d'une aide-soignante dans une maison de retraite qui critiquait beaucoup, par exemple, les intérimaires qui n'étaient pas suffisamment attentives au bien des résidents, et qui faisait bien qui mettait bien en opposition les personnes qui étaient dans la maison depuis longtemps et les personnes qui étaient simplement de passage et qui n'avaient pas vraiment la culture du soin, etc. Donc je trouve que cette tension, elle apparaît pas mal. Il y a une autre tension qui apparaît aussi très fortement, c'est celle qui oppose les professionnels qui consentent à un sacrifice
qui sont dans une vision assez surérogatoire du soin, c'est-à-dire l'idée qu'il faut aller au-delà du devoir, quitte à sacrifier sa vie privée, quitte à prendre des risques, et puis d'autres qui, au contraire, disaient que ils faisaient leur métier et que c'était un métier, comme d'autres métiers, qu'ils avaient un droit à une vie privée. Voilà, donc c'est une autre variante, mais ça, c'est apparu aussi très fortement. Du coup, en t'écoutant parler, j'ai un autre exemple aussi qui m'est revenu de tension, enfin tu l'as évoqué aussi, mais entre ceux qui sont restés sur le terrain, qui ont pu s'épuiser aussi sur le terrain, et ceux qui se sont retirés de la situation pour diverses raisons. Parfois, ça peut être en raison d'une maladie chronique qui les plaçait dans une situation individuelle de fragilité, ou tout simplement pour protéger leurs proches qui étaient eux-mêmes fragiles. Voilà, donc des professionnels qui se sont retirés de la situation. Et je me souviens d'une cadre de santé qui en parlait comme étant des déserteurs et qui disait en rigolant, il faudrait rétablir les pelotons d'exécution pour ces professionnels. Merci de me donner la parole. J'aurais un sujet un peu proche de celui que vous abordez. Je suis étonné par un certain nombre de documents du monde de la psychiatrie qui précisent « Oh, c'est aux malades de venir demander des soins ». Quand on sait que beaucoup de malades qui ont des troubles psychiques ne perçoivent pas leurs troubles, on est dans une situation qui est quand même un petit peu atypique. Les malades ne perçoivent pas leurs troubles, les proches, on leur répond « Monsieur, c'est secret médical ». Moi, j'ai des réponses officielles. On est quand même avec un sujet qui mérite votre attention, puisque c'est pas aux malades de gérer puisqu'ils ne perçoivent pas leurs troubles. C'est ce qu'on apprend, à ma connaissance, quand on est à l'école primaire et au collège, dans les programmes d'éducation civique. Il faut apprendre à appeler le SAMU quand quelqu'un ne perçoit pas ses troubles. Là, quand on est adulte, on voit que la situation est quand même beaucoup plus subtile. Merci de votre attention. Oui. Oui, merci pour cette remarque. Ouais. Ça appelle d'autres réflexions, effectivement. Je crois. Mais c'est un sujet intéressant. Voilà. Voilà, merci en tout cas pour cette remarque. Merci à tous les deux. Vous nous aidez, c'est une grille de lecture, vous nous aidez vraiment à comprendre les situations. Merci à vous.